Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, visite de terrain hier de la hiérarchie militaire à Koutougou et Djibo dans le Soum pour encourager les groupements des forces antiterroristes et solliciter la collaboration des populations de la région dans la lutte contre le terrorisme. Transition difficile pour la Centrafrique où les communautés religieuses se sont affrontées hier à Bangui, faisant 16 morts et une soixantaine de blessés. Les forces de la MINUSCA ont tenté de s'interposer et ramenant le calme dans la capitale centrafricaine. Le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée de terre étaient hier en tournée dans la région du Sahel. Le général Oumarou Sadou et le colonel Léon Traoré ont visité les bases des groupements des forces antiterroristes à Koutougou et à Djibo. Ils ont aussi rencontré l'émir de Djibo pour solliciter sa collaboration et celle de la population pour venir à bout du terrorisme. Reportage de nos envoyés spéciaux Adama Guiti, Oumar Zombri. Vaincre le terrorisme, cela passe par une collaboration étroite entre forces armées et population civile. Le commandant en chef de l'armée et son staff sont ici chez l'émir de Djibo. Objectif, échanger avec lui sur la situation sécuritaire dans la zone, mais aussi solliciter son soutien et celui de la population. À chaque fois que j'ai l'occasion, moi je leur dis que ce n'est pas une histoire c'est pas un problème de militaires seulement. C'est le problème là, il est général et c'est tout le monde qui doit s'y mettre pour qu'on puisse trouver une solution. Aussi, en tout cas, les chefs coutumiers sont en train de s'organiser pour voir aussi dans quelle mesure ils peuvent intervenir. Bon, effectivement, nous, on n'a pas des armes, donc c'est la solution pacifique, c'est le dialogue. Les populations civiles sont les premières victimes des attaques terroristes. Et pour limiter les actions des terroristes, des opérations sont régulièrement menées. Mais une chose est sûre, ces actions militaires ne peuvent être efficaces sans le concours des populations. La population, elle est une grosse composante de ce que nous faisons. Et si je vous dis de me dire qui est terroriste, ce sera difficile. Ce n'est pas par le faciès, peut-être ce n'est pas par les habitudes, mais peut-être matériellement on a besoin de quelque chose pour les identifier. Et nous, dans nos systèmes de ratissage, quand les informations, les renseignements nous donnent, il peut arriver qu'on boucle une zone, c'est ce qu'ils font. Il y a des suspects que nous recherchons, qui nous sont indiqués par des gens qui veulent bien collaborer avec les forces de l'ordre. Grâce à la collaboration des populations lors de l'opération de ratissage et de contrôle de zone, les forces armées nationales ont pu déterrer plusieurs engins explosifs IED enfouis dans le sol. Des explosifs rudimentaires à l'image de celui-ci, récupérés par l'unité de déminage du groupement des forces antiterroristes GEFAT, et au général Oumarou Sadou d'inviter ces hommes à entretenir de bons rapports avec les populations afin de les mettre en confiance. Ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle d'installation des membres du Haut Conseil du dialogue social placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées demain jeudi 3 mai à 10 h dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Le Front progressiste, un parti de l'alliance de la majorité présidentielle, a effectué hier une sortie à Léo dans la Sicile, une occasion pour animer une conférence publique autour de la cohésion sociale, la sécurité, le développement et l'engagement politique. Par cette initiative, le parti qui a été créé en 2015 entend contribuer à l'animation de la vie politique et surtout préparer les échéances électorales de 2020. Jean-Eudes Bayala, Maxime Zongo. Le FP, le Front progressiste créé il y a de cela 3 ans, un parti jeune animé par des jeunes qui disent avoir beaucoup d'ambition. Notre parti est dans l'alliance des partis de la majorité présidentielle, APMP. Notre objectif, c'est de conquérir le pouvoir d'État en 2020 et en tout cas proposer un nouveau PNDS populaire en 2020. Cette initiative, selon les premiers responsables du parti, pour contribuer à l'animation de la vie politique nationale. En se rendant à Léo, dans la Sicile, l'objectif, selon eux, était de se rapprocher des militants et sympathisants de la localité, mais surtout de les sensibiliser sur la nécessité de s'engager en politique.
Cette activité rentre dans le cadre des activités de routine pour tout parti politique, en tout cas qui se veut sérieux, c'est-à-dire c'est l'animation de la vie politique nationale. Engagement politique et cohésion sociale, sécurité, défense et développement, participation de la population au développement, autant de thèmes qui ont fait l'objet d'intenses débats. Les conférenciers du jour, Sa Majesté le chef coutumier de Léo, un ancien fonctionnaire international qui a tenu à partager son expérience de la gestion des affaires publiques. Khalifara Serré du MATDS, Ali Bagué et le président du FP en personne étaient les autres conférenciers. Des conférenciers qui, 3 heures durant, ont tenu le public de Léo en haleine. La journée de la liberté de la presse est célébrée demain 3 mai. À la veille de cette journée, le Centre national de presse Norbert Zongo a convié le public à partager la réflexion autour de médias et justice. Des hommes de médias et des acteurs de la justice ont animé les échanges sur ce thème qui tombe à point nommé au regard de l'actualité actuelle au Burkina, actualité judiciaire bien entendu. L'objectif de cette rencontre était d'amener les journalistes et les acteurs de la justice à une meilleure collaboration. Reportage Amado Ilboudo, Vincent Tiendrebeogo. Médias et justice, c'est le thème central autour duquel le Centre national de presse Norbert Zongo consacre une journée à travers plusieurs panels. En plantant le décor, le premier substitut du procureur relève l'importance de la presse et de la justice dans la plénitude de l'état de droit. Tant qu'il n'y a pas de justice, je pense qu'on ne peut pas parler d'état de droit. Une justice républicaine conforme, n'est-ce pas, aux règles communément admises sur le plan international et aussi conforme à la Constitution. L'état de droit se caractérise par l'existence et l'effectivité de la presse, et pas de la presse seulement, mais d'une presse libre, une presse qui joue pleinement son rôle d'éveil des consciences, d'information et de veille par rapport donc aux autres pouvoirs. Aussi important l'un que l'autre, quelle relation entretiennent le 3e et le 4e pouvoir dans l'intérêt de l'état de droit. Un ancien collègue désormais passé de l'autre côté, je veux dire au barreau, a eu une belle formule que je voudrais bien rappeler. Il a dit, le journaliste et le juge ont 2 valeurs en partage, que sont la liberté et la vérité. Cependant, ils ne tiennent pas la même horloge, parce que l'un marche d'un pas pressé, soumis au dictat de l'actualité, tandis que l'autre doit juger sans précipitation. Sur les dossiers judiciaires, le procureur et le journaliste n'ont pas le même niveau de réserve, le premier évitant de communiquer toute information pouvant entraver l'enquête. Point de vue partagé par le directeur de la justice militaire. Deuxième panéliste qui semble indiquer que le journaliste va souvent trop vite dans la diffusion de ces informations. En réalité, le secret des débats, même en général, c'est destiné à protéger toutes les parties. Et ça vise surtout la sérénité des débats. Et je prends un exemple très simple en ce qui me concerne. J'ai vu des exemples. La dernière fois, j'ai vu des journalistes titrer que j'aurais tenu des propos vis-à-vis du général Honoré, ce qui n'a jamais existé. J'étais très surpris. Pourtant, le contexte actuel appelle journalistes et acteurs de la justice à mieux collaborer. Les enjeux de la communication judiciaire dans un contexte post-insurrectionnel, c'est le thème du panel suivant, animé par des experts de l'information et de la communication, comme Jérémy Sigué et Serge Théophile Balima. 5 communes du Burkina sont concernées par la phase pilote de ciblage de personnes vulnérables. 18 autres sont à la phase de passage progressif. Toutes ces communes échangent depuis ce matin avec le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale. Les discussions portent sur le processus d'opérationnalisation de la méthodologie consensuelle de ciblage des personnes vulnérables. Roger Bebamba, Nathalie Savadogo. La méthodologie consensuelle est un outil élaboré par le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale pour permettre le ciblage des personnes vulnérables. 2 opérations de ciblage ont été réalisées dans 23 communes réparties dans 10 régions du pays. Pour la première phase, plus de 13 000 personnes issues de 1493 ménages
ont bénéficié de soutien à travers, entre autres, la distribution de 396 tonnes de vivres, un appui scolaire pour plus de 3000 enfants et cette rencontre des maires des communes concernées pour la mise en œuvre de la méthodologie consensuelle vise à échanger sur les résultats de l'opération. Le bilan il est assez positif, quoi qu'on dise, puisque l'année dernière, nous avons fait une petite évaluation depuis que nous avons commencé le ciblage. 5 communes en 2016, 18 communes en 2017, donc ça fait 23 communes. Nous avons fait une évaluation pour voir un peu comment la méthodologie est déroulée sur le terrain, quels sont les problèmes, les insuffisances, et je crois que c'est maintenant l'occasion d'échanger avec les différents maires, les différentes communes qui ont appliqué la méthodologie, pour voir comment nous pouvons encore renforcer ce qui est fait sur le terrain, pour davantage améliorer la méthodologie. Au sortir de cet atelier, des propositions doivent être faites pour une mise en œuvre réussie de la méthodologie consensuelle. Toute chose qui va permettre à l'État d'utiliser prioritairement ses propres ressources humaines pour l'élaboration du registre unique des personnes vulnérables en faisant des services sociaux communaux des centres d'enregistrement. La saison sèche constitue une période difficile pour les hommes et le bétail dans le Sahel. La première région d'élevage de Burkina souffre des manques de retenue d'eau et cette situation est préjudiciable aux éleveurs et aux animaux. Des éleveurs contraints de changer de zone ou de parcourir de longs trajets pour l'abreuvage de leurs cheptels et leurs efforts ne permettent pas toujours de sauver des animaux qui meurent par épuisement. Dori Ibrahim Kagone, Jérôme Tendano. Ce ne sont pas des orpailleurs, mais plutôt des éleveurs et bergers à la recherche de l'or bleu. Nous sommes sur le site d'abreuvement de Soukoundou, à une trentaine de kilomètres de Gorom Gorom. Dans cette zone, dite pastorale, abreuver son animal relève d'un parcours du combattant. Il y a d'autres même, c'est arrivé, ils viennent 30 kilos pour venir ici, 25 kilos pour venir ici. Mais les gens qui viennent dans 30 kilos là, ils peuvent faire 2 jours ici. 3 jours, il ne va pas gagner l'eau. Ça attend. Et puis, il n'y a pas beaucoup de bœufs. Tous les mauvais là, ils sont partis au Niger, Mali. Des puisards de toutes sortes, on en trouve à Soukoundou. Mais des puisards contenant de l'eau en quantité, on en cherche. Pour la consommation en famille, il faut monter la garde et s'armer de patience ou alors répartir bredouille. Nous sommes venus très tôt ce matin pour chercher de l'eau. Nous avons beaucoup attendu. Et comme l'eau ne suffit pas à abreuver les animaux, nous sommes obligés de repartir. Nous allons revenir le soir pour voir si on va avoir ne serait-ce qu'un peu d'eau. À une cinquantaine de kilomètres de là, la mare d'Oursi avec ses milliers de mètres cubes d'eau. Le liquide précieux est certes abondant, mais pour un élevage de type extensif, les difficultés ne manquent pas. Une grande partie de nos troupeaux a migré vers les pays voisins. Ici, il y a de l'eau, mais il faut aller à des dizaines de kilomètres pour avoir du fourrage. Certains animaux meurent sur le chemin. C'est très difficile. Je suis venu faire boire mon troupeau. Dès ce soir, je reprends le chemin de la brousse. Il me faut 1 jour et demi de marche pour atteindre la zone de pâturage. Mes animaux vont passer 2 jours sans boire. À Aliakoum, à quelques encablures de Gorom Gorom, la situation n'est guère reluisante. Le bouli ne dispose plus de la moindre goutte d'eau. Notre principale difficulté ici, c'est le manque d'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. Nous sommes donc obligés de nous débrouiller avec des puisards pour faire boire nos animaux. L'impact du manque d'eau sur la production animale, les autorités provinciales en charge de l'élevage de l'Oudalan en sont conscientes. Moi, quelle que soit la quantité de nourriture que vous donnez, si en fait il n'y a pas de l'eau, l'animal ne peut pas prendre de poids. Ce que vous avez remarqué, c'est comme on a remarqué, c'est que les animaux maigrissent. C'est dit à tous, c'est pas seulement dit en fait, au manque de nourriture, mais c'est mieux au manque d'eau. Parce qu'ils peuvent consommer, mais il faut quand même l'eau qui est un facteur essentiel pour la prise de poids. C'est pour quand même vous allez voir comment on les projets. On dit l'eau, il faut donner en quantité. Là-bas, on ne calcule pas. Des projets tels le forage Christine, la construction des forages pastoraux et autres retenues d'eau sont les actions entreprises pour satisfaire les éleveurs de la région du Sahel. Cependant, la situation requiert des actions supplémentaires car la survie de la filière élevage en dépend.
La Centrafrique a connu hier une nouvelle journée de violence. Au moins 16 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre communautés religieuses. Des musulmans ont d'abord pris d'assaut une église à Bangui, tuant un prêtre et d'autres fidèles, ce qui a suscité la colère des chrétiens qui ont saccagé à leur tour une mosquée et lancé des représailles à travers des quartiers de la capitale centrafricaine. Bref, la tension entre les communautés persiste malgré la présence des forces de la MINUSCA. La République centrafricaine, à nouveau endeuillée par des violences. Au moins 16 personnes sont mortes et une soixantaine ont été blessées dans l'attaque d'une église à Bangui, la capitale, et des affrontements qui ont suivi. L'attaque aurait été perpétrée par un groupe armé musulman dans une ville où les tensions restent très vives avec la majorité chrétienne. À l'autre là, Fatima, pour notre fête patronale. Et soudain, on s'est rencontré avec les musulmans qui sont venus tirer sur nous. Bon, finalement, ils ont en tout cas lancé des grenades, les roquettes, et puis il y a eu tellement de dégâts. Parmi les victimes, le prêtre qui officiait et un enfant. Suite à l'attaque, des actes de représailles ont eu lieu dans d'autres quartiers de Bangui. La République centrafricaine connaît un processus de transition difficile suite à des années de violence sectaire et l'État ne contrôle qu'une maigre partie du territoire, des groupes armés s'affrontant dans les provinces pour le contrôle des ressources. La réaction de Boko Haram et de son chef Aboubakar Shekau n'a pas tardé au lendemain de la réception du président nigérian à la Maison-Blanche et de la promesse de Donald Trump de l'aider à venir à bout de la secte islamique. Un double attentat a secoué le pays à Mubi, dans le nord-est du Nigeria. Un kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée, puis un second sur un marché qui se trouvait à proximité. Bilan provisoire, 26 morts et plus de 50 blessés. Comme une réponse au remerciement du président nigérian à Donald Trump pour son aide contre Boko Haram, le groupe terroriste a orchestré un double attentat et fait des dizaines de morts hier au Nigeria. La ville de Mubi, dans le nord-est du pays, a connu la pire attaque de son histoire. Un kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée, puis un second sur un marché qui se trouvait à proximité. Le bilan officiel est pour l'heure de 26 morts et 56 blessés, dont 11 très grièvement touchés. Mais des témoins contredisent ces chiffres et affirment avoir assisté à l'enterrement de plus de 70 personnes en fin d'après-midi. Les autorités n'ont pas commenté pour l'instant, précisant seulement que les deux kamikazes n'étaient même pas majeurs. Le chaos régnait encore hier soir à Mubi. La dissolution de l'Assemblée nationale du Gabon suscite bien des commentaires dans les journaux de ce mercredi. Il en est de même de la commémoration de la fête du 1er mai. La revue de presse Aimé Solange Guigma. 1er mai 2018 au Burkina, l'UAS égrène les bleus de l'âme de la société, titre aujourd'hui au Faso. Elle estime que le Burkina est malade et pour cause, rapporte ce journal, 219 écoles ont été fermées, 751 enseignants en abandon de poste et plus de 20 000 élèves en hors classe dans le nord et le Sahel du pays. Sans oublier le chômage qui frappe durement la jeunesse, la fraude et la corruption qui prennent des proportions inquiétantes. Manque de logement, idem pour la justice, avec à la clé la poursuite de la politique de l'impunité pour les acteurs de crimes de sang et de crimes économiques, sans occulter les revendications sociales tous azimuts. Bref, en marchant ce 1er mai, l'UAS espère que le gouvernement ne redoublera pas 2 fois, indique l'observateur Palga. Elle appelle donc les travailleurs à plus de courage et de combativité pour sauvegarder les acquis et arracher de nouvelles victoires, notifie Sidoya. Pour le journal Le Pays, trouver le juste milieu est nécessaire car tout l'argent du pays ne saurait servir à payer seulement les fonctionnaires. Hors de chez nous, la dissolution de l'Assemblée nationale gabonaise intrigue les journaux. Perçu comme un séisme politique par Sidoya, un coup de tonnerre par Le Pays et coup de théâtre par l'observateur Palga, cette vertu tardive de Marie-Madeleine Boronso, elle-même accusée d'être dans l'illégalité, est un imbroglio de vraie fausse légitimité institutionnelle, selon l'observateur Palga, où le ridicule courtoie l'arbitraire dans des entourloupettes dont seules les républiques bananières ont le regrettable monopole. Mais pour Le Pays, cette décision audacieuse de la Cour constitutionnelle du Gabon mérite d'être saluée à sa juste valeur, même si son courage s'arrête au seuil du palais du bord de mer. Dans tous les cas, c'est un moyen, d'après le journal de tous les Burkinabés, pour
pour Ali Bongo de travailler à consolider son pouvoir qu'à organiser des élections législatives pouvant susciter des troubles comme à la présidentielle et à l'issue desquelles il n'est pas sûr de gagner à tous les coups. Terminons ce journal par cette triste nouvelle. Le monde du cinéma en deuil. Abel Naba, premier chef machiniste du Burkina, a tiré sa révérence hier à l'âge de 71 ans. Abel Naba, qui a débuté sa carrière de machiniste en 1980 à l'époque de Cinafrique, première maison de production du cinéma au Burkina, a travaillé sur plusieurs films burkinabés et étrangers. Citons entre autres Yaba et Tilaï d'Idrissa Ouedraogo, Sarawinia de Merondo, Le Grand Blanc de la Baronne du Camerounais Basek Bakobio, Bouriam de Gaston Kaboré, Wenkouni de Pierre Yameogo, ou Sia, Le Rêve du Python de Danu Kouyaté. Le cinéaste, en tout cas l'acteur de cinéma, sera inhumé cet après-midi à Ouagadougou. Nos sincères condoléances à sa famille éplorée. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.